S'allongeant sur plus de 1000 km et seule porte riveraine s'étendant au cœur du continent, le fleuve Saint-Laurent fait partie du quotidien de nombreux Québécois. Si la plupart d'entre nous connaissons bien les paysages qui bordent ce grand fleuve nommé par Jacques Cartier en 1535, rares sont ceux qui connaissent vraiment toutes les richesses qui se cachent sous sa surface. Grâce au travail des chercheurs et des étudiants qui œuvrent au sein de l'Institut des sciences de la mer de Rimouski, l'ISMER, les découvertes scientifiques en océanographie nous aident à mieux comprendre ce voisin impétueux, véritable laboratoire à ciel ouvert. Guillaume Saint-Onge, titulaire d'une chaire de recherche du Canada en géologie marine, en est le directeur. L'ISMER a été fondé en 1999, donc ça fait 20 ans, il n'y a pas si longtemps. Le souhait, c'était vraiment de réunir tous les experts de la région dans un seul institut. Donc, encore aujourd'hui, c'est le seul institut de l'UQAR, donc avec un mode de fonctionnement qui est un petit peu différent, mais qui nous donne une certaine latitude, donc une certaine agilité. Donc, dans la mission de l'ISMER, la formation joue un rôle qui est prépondérant. Donc, on a vraiment une mission de recherche, mais la mission de recherche, on la fait à travers la formation de nos étudiants. Donc, des étudiants de DESS, des étudiants de maîtrise, des étudiants de doctorat, des étudiants qui viennent de partout. Donc, on est capable de recruter les meilleurs talents là, partout au monde. On est aussi capable de recruter maintenant les profs, même chose. Donc, l'ISMER a une réputation qui est internationale. Et je te dirais que la formation, c'est un des volets là, hyper gratifiants de notre travail. Donc, c'est au jour le jour travailler avec les étudiants. On les voit évoluer. Par exemple, dans une thèse de doctorat, c'est 3, 4, des fois 5 ans. Donc, on les voit grandir, on les voit prendre de l'assurance, on les voit prendre du leadership, on les voit réseauter, donc construire leur réseau professionnel. C'est de toute beauté. Puis après, ces étudiants-là, bien, ils se placent sur le marché du travail. Ils deviennent ensuite des collaborateurs pour le futur. Donc, ça devient également des ambassadeurs, non pas de l'ISMER, mais de Rimouski, de l'UQAR, des sciences océaniques de façon générale. Et puis, des citoyens allumés, des citoyens qui veulent faire une différence. Puis, c'est un peu ce qui est agréable aussi en océanographie, c'est que les sujets, les enjeux qu'on touche, c'est des sujets d'actualité. Donc, nos étudiants vont travailler sur les changements climatiques, ils vont travailler sur la gestion des stocks, ils vont travailler sur la découverte de nouvelles molécules en biotechnologie marine, ils vont travailler sur le bruit sous-marin fait par le transport maritime. Donc, c'est des enjeux, là, ils travaillent sur l'érosion côtière, c'est des enjeux mondiaux d'importance. Et ça, je l'ai vu changer chez nos étudiants, donc c'est vraiment agréable de voir ça. Donc, au début, les étudiants pouvaient avoir des volets, quand j'ai commencé, donc il y a quand même plusieurs années, nos étudiants pouvaient avoir des volets, je dirais, très fondamentaux, mais aujourd'hui, ils veulent de plus en plus des projets qui sont quand même d'actualité, où ils sentent qu'ils vont faire une différence, qu'ils vont apporter quelque chose à la société. Ça, je trouve, c'est de toute beauté, puis de leur offrir cette opportunité-là à l'ISMER, c'est hyper gratifiant. L'océanographie est un domaine vaste qui demande une approche multidisciplinaire et globale. La physique, la biologie, la géologie et la chimie sont au centre de cette discipline qui vise à mieux comprendre la dynamique du système marin. Les chercheurs s'amusent quelquefois à mettre leur champ d'expertise à l'avant des autres, mais tous et toutes s'accordent sur l'importance de mettre leurs compétences en commun. Oh oui, il y a toujours ces petites disputes entre les disciplines qui probablement disparaissent un petit peu. Donc, toute cette approche pluridisciplinaire, par définition, l'océanographie doit être pluridisciplinaire. Il n'y a plus de physiciens qui travaillent tout seuls dans leur coin à regarder les courants sans se préoccuper de ce que ça va avoir comme effet sur les biologistes, sur la biologie, sur les écosystèmes. Et c'est la même chose pour les chimistes, c'est la même chose pour les géologues aujourd'hui qui sont souvent des sédimentologues qui, eux, regardent dans les sédiments. Souvent, ils sont capables de nous dire qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières centaines ou milliers d'années. Donc, c'est extrêmement précieux. Donc, chaque discipline a, en gros, ses techniques. Ça, c'est important. Donc, les chimistes, ils ont leur gros appareil d'analyse de chimie qui coûte très cher et auquel il faut faire attention. Les biologistes, peut-être moins des choses qui coûtent très cher, mais ils ont leur filet, ils ont tout ce qu'il faut pour aller ramasser des organismes. C'est la même chose pour les autres disciplines aussi. Donc, le travail conjoint existe très bien, moi, ce que je connais à l'ISMER, là. Donc, c'est très fréquent que les représentants, on se veut, c'est sur des scientifiques qui ont des formations de base sur l'une ou l'autre des 4 disciplines sont ensemble. Donc, souvent, d'ailleurs, ils sortent ensemble sur les mêmes bateaux pour ramasser des données d'eau, de sédiments, de courantologie, qui vont finir par s'assembler en un ou plusieurs articles scientifiques. Donc oui, il y a une collaboration forcée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui travaille tout seul dans son coin. Et ça, depuis déjà longtemps, c'est pas un phénomène récent.
L'ISMER, c'est vraiment un institut multidisciplinaire. On a vraiment les 4 grands champs de l'océanographie. On a la chance d'être au final une petite équipe de professeurs, une petite équipe étudiante aussi, parce qu'on n'est pas une énorme université. Et l'avantage, c'est qu'on peut avoir des liens très proches. On peut très facilement aller taper à la porte d'un expert dans une autre discipline et lui dire « Hey, ça, tu peux me l'expliquer » ou comment tu vois ça, toi, avec ton œil? Et ça aide vraiment, je trouve, à pousser les réflexions plus loin, à avancer plus vite aussi, et à faire preuve d'excellence en océanographie, oui, sur le plan national et international, je pense. Si je prends l'exemple de la biologie, il est difficile de comprendre comment peut se comporter ou se déplacent des organismes comme le phytoplancton, qui ne peuvent pas se mouvoir d'eux-mêmes, qui sont donc déplacés au gré des courants. Donc, c'est un exemple, un petit exemple anecdotique peut-être pour expliquer comment la biologie peut difficilement se passer de la physique, de l'océanographie physique pour comprendre certains éléments de l'écosystème marin. Il faut comprendre nécessairement les courants, comment la température varie, qui a une grande influence sur la biologie marine, la salinité, les éléments nutritifs. Mais ça va aussi dans le sens inverse. Ce n'est pas que la biologie ou la chimie qui doit s'asseoir sur la physique. Quand on étudie le climat, bien là aussi, la biologie a tout à fait un impact sur la physique parce que c'est la biologie, entre autres, qui contrôle en grande partie le carbone dans l'océan, dans les atmosphères. C'est les forêts, c'est le phytoplancton. Ça met des gaz à effet de serre. Puis là, bien, les gaz à effet de serre, c'est plutôt la physique qui étudie ça. Mais donc, tout ça est vraiment interrelié, interbriqué. Et c'est pas que la physique est à la base puis les autres par-dessus, mais l'inverse arrive aussi. La physique, pour comprendre le climat, a aussi besoin de la biologie. Donc ça, c'est vraiment fascinant. Là, j'ai pris l'exemple biologie et physique, mais on pourrait faire des parallèles semblables avec la chimie de l'eau ou la sédimentologie, par exemple, le transport des sédiments dans l'eau qui nécessairement ont besoin de la physique, de comprendre les mouvements de l'eau pour le comprendre. Mais inversement, une eau qui est très, très chargée en sédiments a une influence sur comment cette eau-là s'écoule. Donc ça va vraiment dans les deux sens. Paradoxalement, si environ 80% de la population québécoise habite le long de la vallée du Saint-Laurent, rares sont ceux qui connaissent vraiment le fleuve et son estuaire. Pourtant, dans un contexte de changement climatique, il apparaît plus que jamais primordial de s'intéresser à ces questions pour non seulement mieux connaître le Saint-Laurent, mais surtout mieux le protéger. Régent Tremblay, professeur en écophysiologie et aquaculture, souhaite que la population en général s'approprie davantage les milieux côtiers et leurs richesses. On a des bonnes connaissances un peu générales sur le fleuve, là, mais c'est vrai qu'on ne se l'approprie pas beaucoup. J'ai l'avantage avec mon travail de travailler avec beaucoup de collaborateurs un peu partout dans le monde. Et souvent, les populations qui vivent dans les milieux côtiers s'approprient beaucoup plus le milieu côtier que nous. On s'approprie notre milieu côtier. Fait qu'on n'est pas des grands consommateurs de la nourriture fournie par notre fleuve ou fournie par le Saint-Laurent. Généralement, on a peu de connaissances sur les animaux qu'on va retrouver là. Si on se promène dans le milieu côtier, on reconnaît une balane, d'un gamard, d'une moule. On n'a pas tout à fait ces connaissances-là. On s'approprie peu. Ça fait que, oui, ça serait agréable que les gens s'approprient plus le milieu côtier. Puis je pense que si on s'en l'approprie plus, on va le protéger plus. C'est un milieu qui est assez unique. C'est un des plus grands fleuves maritimes dans le monde, qui a une forte diversité, qui est super productif. Ça attire plein de baleines ici. On a un des sites de nourrissage les plus importants dans le monde des baleines. C'est pas pour rien, parce qu'il est vraiment très productif. Fait que c'est vraiment un milieu qui est super important à protéger. Il y a des pressions économiques fortes sur ce milieu-là. On veut accroître le transport maritime, on veut accroître l'activité économique dans le Saint-Laurent. Mais pour réussir à faire ça et à maintenir la santé du Saint-Laurent, bien, il faut la recherche. Ça fait que moi, je vois un avenir florissant pour l'ISMER parce que c'est grâce à des instituts comme ça, comme l'ISMER, qu'on va pouvoir vraiment faire une gestion intelligente de notre milieu côtier, puis réussir à faire un bon équilibre entre le développement économique, mais aussi la protection environnementale, puis réussir à maintenir nos populations de belugas. Là, ça, tout le monde les connaît, mais derrière ces populations de belugas-là, ils sont là parce qu'il y a plein d'autres organismes qui sont florissants puis qui réussissent à se développer pour nourrir ces populations de belugas-là. Pour intéresser les jeunes, ou pour que les gens, de façon générale, mais les jeunes en particulier, s'intéressent au Saint-Laurent, peut-être la façon la plus simple, la plus ludique, c'est ne serait-ce que d'aller marcher sur le bord du Saint-Laurent, d'aller sur la plage, d'aller regarder les galets, de voir les petites bestioles qu'il y a dans les petits trous d'eau,
de prendre le Zodiac, d'aller à l'île Saint-Barnabé, de marcher sur l'île Saint-Barnabé, d'aller voir les mammifères marins, d'avoir l'occasion d'aller sur l'eau de plus en plus, puis avec un œil, avec un regard ouvert à essayer de cerner les phénomènes qui seraient un peu particuliers. Quand on porte attention, on voit toutes sortes de choses sur l'eau, on voit des fois des alignements d'algues. Puis se questionner aussi, se poser une question, s'il y a un phénomène particulier, essayer de réfléchir à pourquoi il y a ce phénomène-là. Pourquoi ici l'eau est lisse, puis un peu plus loin, ça bougeotte un peu. Pourquoi il y a une ligne dans l'eau? Évidemment, un jeune n'aura pas nécessairement la réponse, mais aura peut-être la curiosité le soir d'aller sur Internet puis regarder couleur de l'eau. Parce que dans le Saint-Laurent, c'est un autre exemple, on voit des fois des eaux plus vertes puis à côté des eaux bleues plus foncées. Puis ça se voit d'un petit bateau, pas besoin d'instruments pour le voir. Puis là, se poser la question, de toujours s'intriguer, de se poser la question de pourquoi les choses. On n'arrivera pas à avoir la réponse nécessairement sur le coup, mais si on est suffisamment intrigué, on va les fouiller en ligne puis on va trouver certaines réponses. Puis on peut être fasciné, puis ça peut vraiment accrocher après ça, puis susciter encore plus d'intérêt, je dirais. Ancré dans le milieu rimouskois depuis plus de 20 ans et plus important institut de recherche universitaire francophone en sciences de la mer au Canada, l'ISMER souhaite poursuivre son développement et étendre son réseau de collaborateurs et son impact bien au-delà de la région du Bas-Saint-Laurent. Les recherches scientifiques qui y seront menées dans le futur mèneront vers de nouvelles découvertes qui contribueront assurément à une meilleure compréhension des écosystèmes marins et côtiers afin que nous puissions collectivement mieux évaluer l'impact de l'activité humaine sur l'environnement et ses ressources. Ce que j'aimerais, c'est que l'ISMER se développe encore plus, devienne vraiment l'acteur principal au Québec, mais aussi maintenant au Canada. Donc, que l'ISMER joue un rôle prépondérant dans les grands programmes fédéraux. Donc, actuellement, l'ISMER et donc l'UQAR jouent des rôles importants dans plusieurs programmes, mais j'aimerais vraiment que l'ISMER les lead, l'ISMER prenne le devant, l'ISMER grossisse. Donc, je verrais très, très bien, moi, un super édifice qui regroupe l'ensemble des chercheurs en océanographie, mais pas juste en océanographie. Donc, vraiment, de façon générale, tous les chercheurs qui travaillent de près ou de loin au domaine marin et maritime. Nos fonds marins ne sont absolument pas cartographiés, donc il reste énormément de travail. Et je crois qu'on a la chance à l'ISMER, mais aussi à Rimouski de façon générale, d'avoir un écosystème très, très favorable à ce qu'on se développe encore plus. C'est la décennie des océans des Nations Unies actuellement. Donc, un des objectifs, c'est ça. C'est comment l'ensemble des nations peuvent s'assurer qu'on fasse du développement durable de nos océans. Bien, un des premiers jalons, c'est de baser les décisions sur de la science qui est solide. Et bien, cette science-là, souvent, les océans sont méconnus. Je vous donne juste l'exemple, mon propre exemple. La cartographie, connaître notre fond marin, bien, c'est la base. C'est 70 de la Terre qui est couvert d'océans, de masse d'eau. La planète Mars est mieux cartographiée que nos propres océans. Donc, il y a énormément de travail à faire. Ce travail-là va amener des découvertes. Ce travail-là va amener les chercheurs à être curieux, à se surpasser. Donc, il y a toujours cet aspect-là. On veut que les jeunes aillent en sciences. Donc, il faut quand même que la science soit cool, malgré tout. Et je pense qu'on a une science qui est vraiment cool en océanographie, puis je pense qu'on a un institut qui est vraiment cool aussi.